Bonjour Élise, Salut Tévi. comment ça va? Très bien et toi? Ça va, merci. Bon, bah, on est là aujourd'hui pour que je te pose certaines questions parce que on travaille visiblement, enfin, à peu près dans le même domaine de compétences. On est toutes les deux coachs avec des gens. Exactement. Exactement. Sauf que moi, je suis pas du tout dans le domaine physique comme toi, même si des fois, enfin, j'atteins des maladies physiques. On ne sait jamais, hein, des gens qui ont des allergies ou qui se grattent parce qu'ils sont trop anxieux ou ce genre de choses. Mais toi, tu es plus dans la danse. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie pour que les gens Oui, le tout à fait. Alors, du coup, je m'appelle Elise Bouskila, alias Elise Pom Pom Girl, parce qu'en fait, j'ai une double casquette qui est effectivement life coach, où j'accompagne énormément les gens plutôt sur comment prendre confiance en soi et que ça atteigne différents domaines de ta vie, aussi bien pro que perso, que ta vie de couple, que simplement ta spiritualité. Mhm. Et la partie danse, où en fait, je suis chorégraphe Pom Pom. Donc, j'ai des cours de danse qui sont en fait le point de départ de ce que je propose, c'est-à-dire comment se sentir bien dans son corps, avec beaucoup de bienveillance, peu importe l'âge, la morphologie, le niveau de danse. L'objectif, c'est surtout des chorégraphies où on va diffuser de l'énergie positive, on va se faire plaisir avant tout et on va se reconnecter avec son corps. Donc en fait, il y a vraiment les deux parties où je cherche à aligner le corps et l'esprit. Le corps avec la danse et plutôt l'esprit, ou du moins on va dire le mental et le bien-être par les coachings. Et les gens peuvent prendre soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Voilà. Ok, top. Ouais, ça doit être super intéressant d'allier un coaching de vie avec des cours où on appréhende vraiment son physique, comment dire, son corps dans l'espace et ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de problèmes quand ils sont très anxieux. C'est vrai que pour ceux qui sont dans les deux, ça me permet d'aider les gens à passer à l'action concrètement. C'est-à-dire que à la fois, je suis là pour la partie un peu plus théorique, outils, faire le point avec mes coachés. Et en fait, quand je les retrouve en cours, en stage ou sur des événements ponctuels, ça me permet de leur ancrer tout ce qu'on a vu ensemble dans le présent, dans le corps et se rendre compte que moi aussi, je suis avec toi, je suis à tes côtés. Et oui, c'est aussi sortir de sa solitude, c'est faire partie d'un groupe, parce que la danse pom-pom, c'est aussi une énergie de groupe. Et donc, c'est vrai que ça te sort un peu de l'isolement que tu as parfois sur ce chemin-là. Et surtout, ça met beaucoup de paillettes. Voilà, moi, j'essaye aussi d'avoir un positionnement un peu fun, un peu super positif, un peu rose à paillettes, qui est un peu ma marque de fabrique, mais qui permet voilà, d'avoir à la fois les moments où tu bosses sur toi, où tu as plein d'outils concrets, et ce moment où tu vas te faire plaisir, et en même temps, sans vraiment t'en rendre compte, tu vas continuer à travailler sur toi. Parfait, trop bien. Et du coup, dans la partie life coaching, quel type de problématique est-ce que tu rencontres avec les gens? Pourquoi est-ce qu'ils Alors, viennent te voir? ouais, déjà, ce que j'ai commencé par faire, c'est partager mon expérience, parce qu'en fait, les gens aiment souvent retrouver quelque chose que moi j'ai vécu. Donc, j'ai vécu plein de choses. J'essaye de disséminer de part et d'autre mon parcours. Qu'est-ce que je vais rencontrer comme type de personnalité dans mes coachings? C'est beaucoup de personnes, notamment hypersensibles, Mhm. la plupart du temps. Pas que, mais c'est vraiment un point commun. En même temps, quand tu sais que c'est 20% de la population, globalement, ça va assez vite hein, de tomber sur des personnalités qui se reconnaissent. Voilà, des gens un peu hyper empathiques qui ont du mal à se faire confiance, des gens qui ont une faible estime d'eux et qui ont besoin de s'affirmer, de comprendre à quel point c'est des personnes fabuleuses, qui ont nécessairement envie de trouver un apaisement dans leur relation aux autres, aussi bien que ce soit avec leur famille, leurs amis ou au boulot. Généralement, c'est des gens qui ont besoin de se réapproprier la relation aux autres et de trouver sa place dans tout ça et d'apprendre à gérer ses émotions. Ça peut être j'ai le mental qui tourne tout le temps. Euh, voilà, ce genre de questionnement perpétuel sur sa personne et qui fait que c'est reprendre les choses les unes après les autres pour trouver de la sérénité. Hmm. Tu dirais que l'hypersensibilité, ça joue beaucoup sur les relations avec les autres? Alors, je pense que oui, si t'en es pas conscient. Hmm. Déjà, parce que la majorité des gens ne se savent pas hypersensibles et le sont. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert très tard chez moi, donc je suis moi-même hypersensible. Et finalement, autant je savais que j'étais une nana sensible, et sur moi, ça en était presque un peu rigolo, parce que voilà, je suis la nana qui pleure assez facilement, je regarde aucun film interdit aux moins de 10 ans, voilà, j'ai cette hyper-émotivité-là. Mais attention, c'est pas que l'hyper-émotivité, c'est aussi pour moi l'hypersensibilité. Et finalement, simplement de mettre un mot dessus, mais comme tu le dis très bien, toi, pour le fait que tu sois HP, c'est aussi de le savoir, ça t'ouvre un nouveau monde de dire ah, mais oui, mais d'accord, je fonctionne comme ça.
Donc, attention à telle situation, etc. Donc, oui, dans ta relation aux autres, je pense que l'hypersensibilité, c'est hyper important de le savoir parce que ça permet de mieux se connaître, de mieux connaître son rapport aux autres, d'anticiper des fois certaines réactions qu'on va avoir, de s'éviter certaines situations, mais aussi d'en favoriser d'autres, et donc de mieux appréhender le quotidien, tout simplement. Et tu me demandais, quand tu me demandais sur les coachings, en fait, c'est important de le préciser, je remplace pas les thérapeutes. Moi, je me positionne en complément des psys en général. Et je me vois comme, tu vois, si on faisait des cercles qui représentaient les différentes sphères, tu as la sphère thérapeutique, tes psys, l'accompagnement que toi aussi tu proposes avec l'hypnose notamment, qui peut être sur des problèmes très spécifiques. Tu as ta sphère privée, amis, famille, là où tu vas un petit peu dévoiler tes problèmes, mais où ils sont un peu partie prenante, donc forcément, tu n'as pas la neutralité. Et de l'autre côté, chez les psys, tu as énormément de neutralité. Et moi, je me positionne au milieu. C'est-à-dire, je recoupe un tout petit peu ce que fait les psys, mais je le complémente. Et j'ai cet accompagnement émotionnel et cette proximité avec mes coachés qui a un peu dans une relation presque amicale, ou du moins qui se rapproche de ça. Et en fait, pour moi, je fais le lien entre les deux. Et c'est très marrant de le noter que sur mes coachés, c'est quasiment que des personnes qui, en plus, ont un psy. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est en plus, qui fait que tu vas pas aller gérer tes émotions négatives et ressasser le passé, qui est tout à fait nécessaire, mais d'aller comprendre voilà, les causes. Et moi, je vais plus me placer dans l'après avec comment tu peux utiliser l'énergie positive au quotidien, aller de l'avant, voilà, continuer après ça. Ça peut être, par exemple, beaucoup de gens qui ont fait de la dépression, en sont sortis d'un point de vue médicalement parlant, ne sont plus considérés en dépression, ont repris le boulot, etc. Mais finalement, où le problème n'est pas vraiment complètement traité, dans le sens où il faut aussi changer certaines habitudes pour ne pas retomber en dépression derrière. D'accord. La dépression, c'est un problème récurrent chez les hypersensibles ? Oui, c'est quelque chose qui forcément se présente assez souvent. Alors du coup, on y met plusieurs mots. Ça peut être du burn-out, ça peut être de la dépression, ça peut être les deux. Tout dépend de la cause. J'ai aussi des personnes qui subissent des dépressions postpartum. Oui. Qui peuvent rentrer en compte. Donc oui, c'est quelque chose qui se rencontre très fréquemment, notamment parce qu'on ne nous apprend pas, en tant qu'hypersensible, mais en tant que tout le monde, à gérer nos émotions jeunes. Généralement, on doit construire cette barrière. Et quand tu es quelqu'un d'hypersensible, on te dit, attends, c'est pas normal d'être aussi émotif, c'est pas normal d'être aussi connecté à ses émotions. Et donc, tu te sens complètement rejeté et tu mets une barrière et ça fait cocotte minute. Donc, le jour où ça explose fort. Et tu as du mal à gérer tes hauts qui sont très hauts et tes bas qui sont très bas. Et les up and down créent forcément beaucoup, beaucoup de fatigue émotionnelle. Et souvent, ça peut aboutir à un fort taux de dépression. D'accord. Et souvent, on pense que les hypersensibles, ils sont, oui, justement, très hauts ou très bas tout le temps, mais tu parles de cette barrière entre eux et le monde extérieur. Ouais. Justement, est-ce que c'est un des symptômes, du coup, du genre de se forcer à plus rien ressentir, justement, pour arrêter de ressentir les choses trop, trop fortes? Alors, moi, je le vois plus comme... ça peut être quand c'est dans des cas très profonds de plus rien ressentir, mais je pense que sur l'hypersensibilité, ça va surtout être de ne pas montrer. Donc, c'est pas forcément que tu ne ressens plus, c'est que surtout, tu en montres le moins possible, tu n'en parles surtout pas, parce que dans ton cadre professionnel, c'est pas quelque chose qui est super accepté. Et puis, tu vois, on te dit toujours que dans le cadre pro, il faut pas montrer ses émotions parce que ça peut te trahir, ça peut t'empêcher d'évoluer professionnellement ou d'avoir des opportunités, etc. Et donc, c'est comme une forme de refoulement qui fait qu'on a chacun ses symptômes. Mais moi, ça se traduisait par un truc très simple, c'est que je faisais de la décompression le week-end. En fait, je faisais des très fortes migraines de décompression. Donc, du lundi au vendredi, finalement, j'avais un état à peu près stable, même si j'étais en souffrance intérieure. Et le vendredi soir, je faisais des migraines atroces. Je m'alimentais pas pendant tout le week-end parce que les migraines, quand elles sont très fortes, ça crée aussi voilà, on peut plus s'alimenter, on est très mal, il y a tout le corps qui réagit. Et le dimanche soir, je savais que je devais retourner au boulot le lundi. J'étais ultra stressée, mais le lundi matin, j'étais d'attaque. Ou du moins, mon corps se remettait en attaque. Donc, j'y allais pas de bon cœur, mais en tout cas, physiologiquement, j'étais capable. Et donc, en fait, c'est cette traduction-là que je te disais un peu de cocotte minute. C'est-à-dire, tu gardes, et dès que ton corps, il en peut plus, ou du moins, il a un soupçon de moment où il peut relâcher, il relâche, mais dans des forces pas possibles. C'est comme ça que souvent, tu te retrouves complètement malade en vacances. Moi, je faisais ça tout le temps.
Parce qu'en fait, tu gardes, donc forcément, quand ça sort fort. Donc, c'est plutôt effectivement le fait de restreindre, de conserver et d'après exploser et que ce soit complètement anormal parce qu'au lieu de digérer continuellement, d'apprendre à gérer ça au quotidien et donc du coup de mieux le vivre, tu te retrouves à être mal tout le temps, à compresser et quand tu es en moment de relâchement, en vacances ou dans un cadre plus safe à la maison, ça dépend un peu quelle est la source de problème, hein, si c'est le boulot ou si c'est la famille, ça peut être à l'inverse quand tu es au boulot. Et là, tu te retrouves à perdre complètement le contrôle, soit de tes émotions, soit de ton physique, soit de tout, puisque tout est en lié. Moi, je suis convaincue que ton rapport aux émotions et comment tu le vis, ça crée des choses dans ton corps et inversement. Ouais. Et donc, moi, c'est mon corps qui me parlait en me disant, mais ça ne va pas du tout, cette situation, il faut faire quelque chose. Et du coup, comment tu as réussi à dépasser, à dépasser toutes ces problématiques du coup, liées à l'hypersensibilité? Alors, la règle numéro 1 pour moi, c'est quand j'ai appris à me connaître. D'accord. C'est-à-dire comprendre que j'étais hypersensible, comprendre comment je fonctionnais et comprendre que j'avais pas besoin de fonctionner comme les autres, qu'il fallait que je trouve des solutions qui étaient adaptées à moi. Et tout ça, ça a été un écosystème, mais si tu veux, ça a été le noyau dur pour moi, c'était ça, c'est apprendre à me connaître. Et donc, en apprenant à me connaître, je faisais des choses qui étaient beaucoup plus adaptées à mon caractère. Et de là, ça te permet de travailler la confiance en toi. Et donc, ça développe ton estime de toi. Et tout ça, ça te permet de beaucoup mieux évoluer dans l'environnement complet. Et c'est ce que je travaille, c'est de se dire que quand tu trouves la cause et quand tu sais pourquoi les choses fonctionnent comme ça, ben, c'est forcément différent. Et donc, en fait, aujourd'hui, je ne me dis pas, est-ce que la norme, c'est d'être comme ça? Je me dis, comment moi, j'ai besoin que ça fonctionne pour que ça fonctionne pour moi. Ouais. Voilà, et je pense que la clé de tout ça, c'était d'apprendre à me connaître et de comprendre pourquoi je fonctionnais comme ça, surtout. Du coup, il y a dû y avoir énormément de questionnements du genre pourquoi est-ce que je suis pas comme les autres? Pourquoi est-ce que je me sens si anormale finalement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé chez les personnes que tu accompagnes? Énormément. Énormément. Et c'est marrant parce que quand on commence à mettre des mots là-dessus, au départ, je transmets souvent, donc là, la personne, en fait, je vais la questionner énormément hein, sur le pourquoi, le comment, les toutes premières séances, et tu le sais tout autant que moi. Hein, au début, on est dans connaître l'environnement de la personne, essayer de la comprendre, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui pose problème. Et au bout d'un moment, tu commences à mettre des mots sur les sensations qu'ils ont ressenties. En fait, moi, vraiment, je me sers de cette hyper-empathie-là qui longtemps a été un défaut et aujourd'hui est une force. Et du coup, j'arrive à me mettre à la place de mes coachés et à mettre des mots sur leurs sensations, sur ce qu'elles ont vécu, même sur des choses, des parties qu'elles n'ont pas forcément exprimées. Et quand je dis elles, c'est les personnes que j'accompagne, hein, du coup, pas forcément au féminin. Et donc oui, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, cette sensation d'être différent, d'être hors norme, d'être un ovni, d'être incompris par sa famille, incompris par les gens qui nous entourent, qu'on se dise que t'es pas normal, que t'exagères, que c'est toujours pareil avec toi. Et en fait, à un moment, quand tu fais comprendre à ces gens-là que non, ils sont tout à fait normaux, ils sont tout à fait parfaits, et que simplement, il y a différents types de personnalités, différents types de fonctionnement, et le tout étant se connaître, de se respecter, et 3, ne pas attendre de correspondre à l'image des autres, ben, finalement, ça soulage énormément. Et souvent, il y a un peu le même process qui se répète avec les gens que j'accompagne, c'est à la fois mais je me sens tellement comprise. C'est ça. Tu comprends ce que j'ai vécu. Donc, je ne suis plus seule, on est deux. Tu vois, c'est un peu dans le schéma, c'est j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. Ah non, mais finalement, tu commences à faire comprendre que non, c'est qu'il y a plein de petites personnalités et qu'il y en a aussi plein. Souvent, quand je dis aux gens, les hypersensibles, c'est 20% de la population, ça fait l'effet d'une bombe chez eux. Je leur dis, mais c'est une personne sur 5. Ils disent, ah ouais, d'accord, mais moi qui me sens si bizarre, mais en fait, on est plein à fonctionner comme ça. Oui, on est plein, mais le mot hypersensible fait peur. Il est très, très mal construit, ce mot hypersensible. Déjà, dans la construction terminologique, c'est hyper négatif. Et donc oui, au bout d'un moment, tu as ce process-là de dire, ah ok, je suis plus seule. Ok, on est plusieurs. Ok, en fait, tout le monde est différent. Et donc, je suis tout à fait normale et simplement, j'apprends à me connaître, j'apprends à connaître la différence avec les autres. Et donc, je trouve un fonctionnement qui me correspond, qui ne met pas en danger non plus les autres et qui me permet d'avancer en me sentant bien. Top. Et du coup, dans ce processus où les personnes commencent à se retrouver, comprennent leur fonctionnement et ce genre de choses, est-ce qu'il y a
j'ai envie de dire des lésés, parce que moi, je sais que j'accompagne beaucoup de gens qui se rendent compte qu'ils ont énormément de gens toxiques autour d'eux. Mhm. Est-ce que tu accompagnes aussi des gens comme ça à se libérer de gens qui leur disaient qu'ils étaient anormaux pendant des années et des années, qui peuvent pas comprendre, ouais. Alors, tout à fait, pour moi, l'environnement et faire le point sur ça, ça fait partie d'un travail quasiment préliminaire, c'est-à-dire réussir à faire la différence entre quand c'est toi qui prends mal les choses et que comment tu peux distancer les choses sans forcément altérer la relation, parce que parfois c'est le cas, et à juste titre, c'est-à-dire que quand on te dit tout le temps t'es trop ci, t'es trop ça, forcément tu prends mal, mais du coup après comment tu trouves des outils pour faire la différence entre les gens toxiques et les gens où tu n'as pas besoin de sortir de ta vie, tu as juste besoin de changer le relationnel, tu as besoin d'apprendre à dire non, tu as besoin de t'affirmer, etc. Et donc, oui, oui, tout à fait, tu as réussir à distancer les personnes toxiques, Mm. qui fait partie d'un schéma hyper important. Notamment, j'ai accompagné des personnes qui ont vécu des relations de pervers narcissiques. Mm. Donc là, c'est leur dire salut et récupérer les gens à la petite cuillère en leur disant non, non, tout va bien, tu n'es pas normal. C'est des gens qui sont critiqués H24 pendant des mois, des années, et finalement leur réapprendre que non, non, ils sont très bien comme ils sont et que c'est les autres qui n'acceptent pas leur façon d'être qui ont un problème. Mm. Donc, et après, c'est aussi souvent, et je trouve que c'est un très bon exemple, les gens qui ont vécu un problème avec un pervers narcissique, c'est de se dire qui je sors de ma vie qui est toxique, le pervers narcissique, et avec qui je retrouve une communication différente, une façon de me positionner différente pour pas prendre tout mal. Parce Mm. qu'après, c'est des gens qui, quand ils sont sortis de ces relations-là, ont accumulé énormément de colère, ont tellement été agressés que quand ils ont trouvé enfin la force de se libérer de ça, se sentent un peu persécutés par plein de choses, à juste titre. Ouais. Et comment tu peux travailler sur toi pour faire la différence et pas être en rejet de tout le monde. Tu Mm. sais, pas être en rejeté de l'humanité, c'est tous des cons, il n'y a que des maboules autour de moi, et peut-être réussir à faire la part des choses. On ne peut jamais vraiment savoir à 100%, mais apprendre à détecter quand est-ce que tu dis stop, quand est-ce que c'est toxique et bye bye tout de suite, quand est-ce que finalement non, c'est juste qu'il faut remettre les bases et s'affirmer. Et ouais, vraiment faire la part des choses. Mm. Top. Et tu as une expérience personnelle à nous partager à ce sujet? Sur les relations toxiques, Ouais. ah, j'ai envie de te dire oui, plein, plein. Détail. De quoi à partager, c'est un peu plus compliqué parce que c'est quelque chose qui prend du temps, il faut que je contextualise. Mais il y a différents degrés. J'ai subi du harcèlement moral, Mm. déjà, voire un peu plus que du harcèlement. Là, c'est tout de suite se dire, OK, là, il y a un problème. Et c'est marrant parce que pour avoir vécu ça, la première question que je me suis posée, et je pense que c'est très important de le partager, c'est que je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mm. Qu'est-ce qui va pas chez moi, ouais. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Mm. Et c'est marrant parce que je m'étais toujours dit, s'il m'arrive un truc comme ça, tu sais, je suis marseillaise à la base, donc j'ai un caractère un peu méditerranéen et tout ça. Je suis pas introvertie, donc je suis plutôt très bavarde. Et donc je m'étais dit, s'il m'arrive un truc comme ça, c'est bon, je gueule, je pousse, je dis qu'est-ce qu'il y a et tout. Et non, en fait, quand ça t'arrive, il y a un moment où tu te figes et tu te dis non, 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 il s'est pas vraiment passé ça là, c'est pas possible. C'est pas réel, ouais. C'est pas réel. Après, tu te dis, mais non, attends, j'ai loupé un épisode, il me manque un bout de puzzle, et après, tu te dis, mais j'ai fait une connerie. Et donc, en fait, ton cerveau est en complète analyse. Et non, effectivement, tu me disais, est-ce que je peux partager un truc? Non, non, j'avais tout fait comme il fallait. Il y a juste des gens où il faut mettre le stop tout de suite. Quelle que soit la relation que tu as avec eux, il y a des gens, quand ça dépasse ton cadre safe, quand ça partage pas tes valeurs et quand ça te fait du mal, non, parce que moi, je fais du mal à personne. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais à subir la toxicité des autres. Donc, oui, oui, c'est des choses que j'ai moi-même vécues. Tu as vraiment ce palier-là de la personne ultra toxique qui, pour moi, il n'y a pas de compromis possible. C'est des gens qui font sortir de sa vie. Ça prend du temps. C'est aussi des blessures derrière. Mais c'est un chemin qu'il faut prendre et qu'il faut prendre le plus tôt possible. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, tu as la relation à les critiques perpétuelles qui peuvent arriver. Je donne l'exemple parce qu'effectivement, donc, à la fois, je suis coach de vie, mais à la fois, je suis professeure de danse pom-pom. Et donc, j'ai tout ce cliché de la pom-pom girl qui était arrivé au début où j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Ouais.
de me dire, les gens me regardent, ils me jugent, ils trouvent que ce que je fais c'est nul, et puis il y a telle image, alors que moi j'ai vraiment cette envie de défendre le pom-pom pour tous, donc j'ai des cours de danse qui sont ouverts à tous, pas pour les hommes, les femmes, j'ai un projet pour les personnes en situation de handicap qui me tiennent à cœur, donc on n'est pas du tout sur un cliché de la nana, de la jeune fille dénudée, etc., pas du tout, et donc c'est épuisant de devoir toujours reprouver les choses. Et en fait, quand tu conscientises que il y a une partie où c'est toi qui veux toujours prouver quelque chose alors qu'on te demande rien, que tu fais des suppositions, etc. C'est là où j'ai réussi à faire tomber ce syndrome de l'imposteur. Et c'est là où tu te fais la part des choses entre qu'est-ce qui est toxique parce que les gens sont toxiques directement et c'est hyper malsain, et qu'est-ce qui est toxique mais sur lesquels moi je peux influencer. Donc, tout ce qui est regard des autres, tout ce qui est la perception des autres par rapport à mon travail, par rapport à ma valeur, faire en sorte de faire la part des choses entre les remarques constructives, ce qui est récurrent, ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable. Et donc ça, c'est encore un autre niveau pour moi qui est intéressant. Et aussi, vraiment le travail sur soi, de se dire quand est-ce que ça fait partie de ma sphère d'influence, c'est-à-dire là où moi, je peux changer les choses en apprenant à travailler sur moi, et qu'est-ce qui, de toute façon, n'est pas de mon ressort et pourtant très malsain, et dans ce cas-là, qu'il faut absolument que je sorte et que j'éloigne. Oui. Tu parlais de perception des autres et de perception que les autres ont de toi. Est-ce que tu dirais qu'il y a une part de surinterprétation chez les hypersensibles? Ouais, alors c'est quelque chose que j'ai retrouvé énormément chez les personnes que j'accompagne. C'est ce mental qui tourne en permanence. C'est cette création de scénarios négatifs, c'est cette inquiétude perpétuelle et surtout la culpabilité, le sentiment de culpabilité qui est constamment présent. Donc oui, chez les hypersensibles, c'est quelque chose de très, très, très récurrent et qui est crucial à travailler, je pense. C'est-à-dire comment tu arrêtes de faire des suppositions qui te font du mal, te détruisent, pour enfin retrouver cette sérénité par rapport aux autres. Comment tu te recentres sur toi et tu arrêtes de voir constamment tout ce qui peut te porter préjudice, comment tu peux distancer ce sentiment de culpabilité en étant au clair avec tes valeurs, tes envies, tes rêves, et vraiment apaiser le mental et savoir quand est-ce que tu as recours à tes émotions et que c'est une bonne chose, et quand est-ce que ton mental te parle à tort, quand est-ce que tu as vraiment cette angoisse perpétuelle qui en plus ne t'apporte rien. Donc autant le sentiment de culpabilité, si tu as vraiment fait une connerie et que ça peut te faire comprendre que dans tes actes il y a quelque chose à changer, c'est un sentiment qu'on ne doit pas forcément supprimer de toute sa vie. Mais par contre, les hypersensibles, c'est des gens qui ressentent la culpabilité en permanence sur des choses où ça ne devrait pas l'être. Donc oui, c'est comment apprendre à maîtriser les différentes sensations. Oui, mais du coup, il y a beaucoup plus, je dirais, c'est normal pour les gens que tu accompagnes, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'émotions négatives au jour le jour chez les hypersensibles que d'émotions positives finalement. Ouais, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est des moments où en fait, tu es tellement déjà avec une hyper empathie développée souvent que tu es extrêmement tourné vers les autres. Et du coup, tu as peur du rejet en général, peur de l'abandon, et du coup, tu vas envisager tous les scénarios catastrophes qui pourraient te causer du rejet. D'où les sentiments négatifs qui sont présents tout le temps, parce qu'en fait, c'est la seule manière pour un hypersensible d'éviter d'avoir une forte probabilité de rejet. Ce qui est en fait finalement, quand on l'étudie en profondeur, en fait est une erreur. Parce que justement, en te préoccupant tout le temps du négatif, en étant centré sur les autres, mais c'est que des suppositions, parce qu'en fait, personne ne sait ce que la personne attend de toi. C'est comme ça que tu te mets en plus dans des schémas hyper malsains, parce qu'en fait, tu vas supposer que tu fais ce qu'il y a de mieux, donc tu donnes ton meilleur, tout en t'inquiétant perpétuellement du négatif, et pourtant, c'est jamais suffisant. Généralement, ça n'aboutit pas, ou ça aboutit pas autant à ce que tu veux. Et du coup, comme toi, tu penses que tu as fait tout ce qu'il fallait et que tu as été parfait, bah, du coup, tu te remets en question en te disant, mais je comprends pas, j'ai fait de mon mieux, c'était parfait et ça convient pas. Donc, baisse de l'estime de soi. Et donc, cercle hyper vicieux qui fait qu'on cherche en fait à retourner la situation pour créer de ce cercle vicieux un cercle vertueux qui va dans l'autre sens. Et du coup, qu'est-ce qui se passe alors quand justement on arrive à tourner la situation et à faire en sorte que le cercle devienne vertueux? Alors, déjà, on reprend les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a la prise de conscience qui est hyper importante, qui fait qu'on arrête, on stoppe la roue, quoi.
Tu mets un frein à ton vélo et au lieu de continuer à baisser dans la pente, avant de remonter dans l'autre sens, ça commence par s'arrêter là. Donc, c'est arrêter la descente, c'est arrêter de tourner le négatif et c'est de remettre un environnement positif à côté, en contrebalance. Moi, j'ai des méthodes, j'appelle toujours ça la méthode petit pas par petit pas parce que c'est une méthode qui me correspond et j'accompagne des gens qui voient les choses un peu de la même façon, c'est-à-dire que je ne suis pas une nana franche, c'est-à-dire que, enfin franche, pas au sens je suis quelqu'un de franc, mais je veux dire, mes changements dans ma vie ne se font pas du jour au lendemain. Genre à implémenter un petit pas de plus jour après jour et à récolter exemple mais encore plus en le parlant avec toi. Ah, c'est bon. C'est que typiquement, par rapport au véganisme, toi tu es végane, ça m'intéresserait de savoir si ça s'est fait radicalement. Mais moi, je retire progressivement des aliments. Je mange de moins en moins de viande, mais j'en mange toujours. Et donc voilà, je suis pas du genre à me dire, ok, demain je suis végane, j'arrête tout du jour au lendemain. Donc c'est plus dans mon fonctionnement, ça m'apaise et ça me permet de me sentir avancée parce que sinon je suis du genre à voir le mur et à me dire, ok, c'est trop. J'y arriverai pas. Alors que si je vois marche après l'autre, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, comment ça se passe quand on remet ce cercle vertueux? C'est on commence par stopper. Et ça va pas être d'arrêter tout le négatif, ça va déjà de commencer par être à prendre conscience de ces schémas-là. Une fois que tu en as pris conscience, c'est aller contrebalancer le négatif par le positif. Mais les deux sont en présence. Et après, c'est la personne qui est suivie de faire des choix et de pouvoir se dire, ok, je suis dans la position neutre, je peux choisir le négatif et je peux choisir le positif. Et donc de retrouver son libre arbitre, comme si tu avais fait un pas en arrière, pour te dire, ok, en fait, les schémas négatifs que je fais, que je pense systématiquement, c'est moi qui les crée aussi, et je peux choisir de penser différemment. Et donc, proportionnellement, d'inverser la balance et de autant de retirer de négatif en rajoutant du positif. Donc, c'est pour ça que c'est un chemin qui se fait petit pas par petit pas, parce que moi, perso, je pense pas que je puisse trouver une personne et lui permettre d'arrêter toute négativité du jour au lendemain. Parce que c'est tellement des schémas de vie qu'on nous apprend depuis toujours que quand ça fait 30 ans que tu penses comme ça, oui, 3 mois pour être accompagné, c'est pas de trop, tu vois, pour commencer à changer les schémas. Et qu'est-ce qui se passe? Tu me disais, quand on arrête ce cercle vicieux pour remettre un cercle vertueux, c'est quand tu as fait tout ce process-là, ben justement, petit à petit, tu retrouves de l'estime de soi, tu reprends confiance en toi et du coup, tu réalimentes la roue dans le bon sens. Et donc, c'est vertueux parce que ben, justement, tu as remis les choses dans l'ordre et tout ce que tu fais de positif, tout le petit pas que tu fais bah, te donne un autre petit pas encore plus positif à faire. Et tout ça te permet bah, de sortir de la dépression, de te réapproprier ta vie, de te sentir mieux avec les gens que tu aimes, de te sentir plus apaisé dans ton boulot et de reprendre contrôle sur sa vie avec une grosse dose d'énergie positive. Génial, c'est ça qu'on veut. Ok. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Une dernière chose Une dernière chose, ouais, j'ai envie de vous dire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo que vous êtes parfait comme vous êtes déjà. Que en fait, moi, c'est ce que j'ai pris conscience, c'est que bah tiens, je pourrais redire la citation. On en parlait en off avant de commencer. Je crois que j'ai envie de terminer là-dessus. Ah, très bien. Cette citation, je la lis exprès pour pas me tromper. C'est tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. C'est une citation d'Albert Einstein que j'affectionne énormément parce qu'en fait, c'est ça, à l'école, au boulot, dans la société, dans les schémas de réussite, on considère tous qu'on doit avoir les mêmes capacités, les mêmes personnalités. Et donc, si on reprend la citation, qu'on doit tous être des singes capables de grimper à un arbre. Et puis un jour, tu te rends compte que bah, tu n'es pas un singe, tu es peut-être un petit poisson qui adore et qui nage beaucoup mieux que le singe et qui a des capacités à exploiter, des forces à exploiter. Donc on est tous différents. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer, à vous respecter. Et c'est comme ça que le cercle vertueux, il va marcher. Exactement. J'aurais pas dit mieux. C'est parfait. Bon. Mais écoute, Élise, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ben, merci à toi, c'était un plaisir. Pour moi aussi. Je mettrai tous les liens vers tous tes réseaux sociaux. Je vais pas faire la liste maintenant, mais dans la description. Comme ça, ce sera plus facile pour tout le monde. Oui. Et voilà. Et si jamais quelqu'un a besoin de gérer son hypersensibilité, il saura vers qui aller. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup. Et puis je te dis David. à très vite. À très vite. Bye bye.